J'en profite pour dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est important aussi à savoir, c'est que le fondateur du Royaume d'Arabie Saoudite contemporain, donc après l'unification de l'Arabie Saoudite, donc Abdelaziz bin Saoud, eh bien, a eu une descendance prolifique. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque figurez-vous qu'il a quand même eu 32 épouses, ce qui n'est quand même pas rien. Et avec ces 32 épouses, il a eu 53 fils et 36 filles. Alors, de façon à la saoudienne, ce sont ses fils, les uns après les autres, qui lui ont succédé. Après le premier, donc, Abdelaziz bin Saoud, on a eu toute une succession de rois que voici. Le roi Saoud ben Abdelaziz Al Saoud, qui a été roi de 1953 à 1964. Le roi Faisal ben Abdelaziz Al Saoud, à chaque fois Ben Abdelaziz Al Saoud, ça veut dire le fils de Abdelaziz Al Saoud, c'est justement le fondateur du Royaume d'Arabie. Donc Faisal a été roi de 1964 à 1975. Il a été assassiné d'ailleurs par un prince de la famille, qui a été ensuite décapité. Et puis ensuite, lui a succédé le roi Khaled ben Abdelaziz Al Saoud, qui a été roi de 1975 à 1982. Puis, lui a succédé le roi Fahd ben Abdelaziz Al Saoud, qui a été roi de 1982 à 2005, que j'ai connu personnellement, puisque j'avais accompagné Édouard Balladur, Premier ministre de cohabitation de François Mitterrand en 1993. Et moi, je travaillais au cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur. Et donc, il y a eu un voyage d'Édouard Balladur en Arabie Saoudite, et on avait été reçus justement par le roi Fahd. C'est une petite anecdote, d'ailleurs, au passage. C'est un univers assez extraordinaire. Vous entrez dans d'immenses salles. C'était à Riyad que ça se passait, dans la capitale administrative. Des immenses salles qu'on appelle des diwaniyas. Ça a donné le mot de divan, qui sont à air conditionné, avec des volutes d'encens. C'est très parfumé. C'est très. On se croirait un petit peu au pays des mille et une nuits. C'est d'ailleurs à peu près le cas. Et pour la petite anecdote, le roi Fahd avait reçu la délégation pour dîner. Ça avait commencé à 11h30 du soir. Voilà, puisque c'est des pays où la chaleur est tellement écrasante pendant la journée qu'il n'y a pas d'audience. Et les audiences avaient commencé à partir de 10h du soir pour une audience de rencontre, suivie ensuite d'un dîner d'État qui avait commencé vers 11h30, qui avait dû se terminer vers 1h ou 2h du matin. Ça, je ferme ici la parenthèse. Lui a succédé le roi Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, donc roi de 2005 à 2015. Tout ça, c'est une liste de frères, hein, vous l'avez bien compris. Puis le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, qui est le roi depuis 2015, qui a quand même 88 ans. Donc c'est l'un des plus jeunes des fils restants du fondateur de la dynastie dans les années 30. Enfin, il a quand même 88 ans. C'est l'un des chefs d'État les plus âgés de la planète. Et en fait, vous le savez certainement, c'est son fils, le prince héritier, l'un de ses fils, le prince héritier Mohammed ben Salman, fils de Salman, ça veut dire, qui est en fait le dirigeant effectif de l'Arabie Saoudite, celui qu'on appelle MBS, qui aujourd'hui a 39 ans. Bien, je vais accélérer maintenant pour la suite des événements, parce que je pense qu'à partir du moment où vous avez ces briques de construction pour bien comprendre le système, vous comprenez bien que les États-Unis ont un intérêt absolument stratégique, majeur, à rester présent en Arabie Saoudite, qui est, comme je l'ai dit, le premier réservoir en hydrocarbures, un peu contesté par le Venezuela, mais le Venezuela, c'est sous forme de schiste. C'est pas la même chose que les ressources d'hydrocarbures de l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est absolument stratégique pour les États-Unis. Et donc, les États-Unis ont mis tout leur poids, et depuis des années, pour soutenir, conformément au pacte du Quincy, le régime saoudien, qui est un régime qui pourrait vaciller d'ailleurs. Il y a eu des tentatives, notamment la prise d'assaut de la Mecque, vous savez, où c'était le GIGN français qui était intervenu lorsqu'il y avait eu des pèlerins un peu illuminés, semble-t-il, mais peut-être agités en sous-main par des puissances régionales qui voulaient renverser le trône des Saouds. Les Saoudiens, là en l'espèce c'était les Français qui étaient intervenus, mais les Saoudiens, la monarchie wahhabite est soutenue par les Américains. Voilà. Et elle est soutenue également par des fondamentalistes musulmans. Donc, par transitivité, si l'on peut dire, les États-Unis ont été amenés et sont toujours amenés à soutenir des mouvements
fondamentalistes musulmans. Alors, la suite des événements l'a montré. Je vais aller assez rapidement. Il y a un événement qui est tout à fait considérable. C'est évidemment la chute de la monarchie, de la monarchie des Shahs d'Iran, comme je l'ai dit, avec... C'est un désastre géopolitique pour les États-Unis, puisque les États-Unis pensaient avoir leur agent à Téhéran avec Mohammad Reza Shah Pahlavi. Et la révolution de 1979 fait que ce trépied qui reposait sur l'Égypte, notamment l'Égypte de Sadat, qui était devenu un allié des États-Unis, la monarchie saoudienne et l'Iran du Shah d'Iran, eh bien, l'Iran d'un seul coup est perdu. Voilà. Et donc, au même moment, dans les mêmes années, vous savez que la même année, en 1979, les Soviétiques interviennent en Afghanistan pour, en fait, mettre la main sur le régime afghan, parce qu'il y a eu le roi Zahir Shah qui avait régné jusqu'en 1973. Lui était un monarque assez indépendant, qui était assez proche de la France d'ailleurs. On parlait le français à la cour de Kaboul. Georges Pompidou, pendant les événements de mai 68 d'ailleurs, se rend en Afghanistan où il avait prévu d'aller. Et puis en 1973, il y a un coup d'État qui est organisé en 1973 contre Zahir Shah, le roi d'Afghanistan, qui est organisé par l'un des membres de sa famille d'ailleurs, par un neveu, qui s'appelle Mohamed Daoud, et qui, avec le soutien de l'Union soviétique, chasse son parent. Le roi Zahir Shah est actué, à ce moment-là, il est en Italie en train de prendre des cures, voilà, et de se soigner. Et donc il reste à Rome. En définitive, il ne reviendra pas dans son pays. Et donc le nouveau pouvoir à Kaboul décide de proclamer une république d'Afghanistan, donc mettant fin à la monarchie. Bon, alors ce Mohamed Daoud, progressivement, bien qu'ayant été soutenu au début par l'URSS, parce qu'on est aux confins des empires, hein, on est pratiquement au centre, on est en pleine Asie centrale. Au nord de l'Afghanistan, vous avez l'URSS, hein, qui est frontalière à l'époque de l'Afghanistan, notamment l'Ouzbékistan. La République socialiste soviétique d'Ouzbékistan fait partie de l'URSS et est frontalière de l'Afghanistan. L'Afghanistan est également frontalier de l'Iran, donc ça bouge beaucoup. Et donc, tout ceci inquiète évidemment les États-Unis. Parce que après, ils voient ça va être un peu les prémices de la révolution qu'il y aura en Iran, qui est juste à côté. Et donc, en 1977, le nouveau pouvoir, celui qui a créé la République d'Afghanistan, Mohamed Daoud, qui a été soutenu au début par les Soviétiques, se rapproche progressivement des Américains et tourne le dos aux Soviétiques. Et ça va pas lui porter chance. Il tourne le dos aux Soviétiques, mais un an après, en 1978, nouvelle révolution en Afghanistan menée par Taraki et qui assassine donc le président de la République d'Afghanistan et crée un nouveau régime qui se tourne vers l'URSS. Alors les historiens savent pas très bien, est-ce que vraiment c'était Léonid Brejnev et Moscou qui avaient commandité ce nouveau coup d'État? Il semble que non. Il semble que ce seraient des Afghans eux-mêmes qui auraient qui refusaient d'aller dans le sens d'un rapprochement vers les États-Unis. Enfin bref, tout ceci mène à ce qu'il y a un nouveau pouvoir qui arrive à Kaboul, favorable aux Soviétiques, en 1978. Les Américains ne l'entendent pas de cette oreille, donc ils essaient d'empêcher que ceci fasse une contagion avec l'Iran. La contagion, d'ailleurs, aura, si l'on peut dire, lieu de toute façon, puisque quelques mois après, en février, à partir de février 1979, ça sera la révolution en Iran. Donc ce sont des dominos, comme disent les géopoliticiens, qui sont en train de tomber. Et donc, en février 1979, pendant que ces événements se passent en Iran, d'autres se passent en Afghanistan. Il y a une rébellion, dans une région, il y a des militaires qui se rebellent contre le pouvoir et qui sont soutenus et financés en sous-main par la CIA. Et justement, c'est vraiment la lutte, c'est une espèce de guerre froide qui se produit au sein de l'Afghanistan. Alors ceci mène à quoi? Ça se mène à une nouvelle révolution. Avec le Taraki en question avait demandé, il avait téléphoné aux autorités du Kremlin, Alexis Kosygin, qui était le ministre des Affaires étrangères, pour avoir le soutien de l'URSS.
Progressivement, tout ceci tourne un peu en eau de boudin. Nouvelle révolution. Un type qui s'appelle Babrak Karmal prend le pouvoir. Il appelle à l'aide les soviétiques pour maintenir son régime. Bon. Alors, je passe sur les détails, mais il faut donc savoir qu'à partir de 1979, même si le Kremlin, au début, semble-t-il, ne voulait pas intervenir, parce qu'il avait déjà d'autres problèmes à régler avec la situation en Europe, notamment avec ce qui se passait en Pologne, les troubles en Pologne, avec le camp soviétique qui allait de mal en pis, les problèmes économiques du camp soviétique. Donc le Kremlin n'avait pas envie de se mettre sur le dos cette nouvelle affaire en Afghanistan, mais il y est à peu près contraint par les événements et donc va envahir l'Afghanistan en 1979. Alors ça, c'est une date très très importante parce que ça va faire basculer le monde américain, enfin les États-Unis d'Amérique, dont le soutien militaire efficace et effectif au djihad islamiste. Parce que face à l'armée soviétique qui entre en Afghanistan, eh bien des appels à la guerre sainte, le djihad comme on dit dans le Coran, face à l'appel à la guerre sainte, il y a un appel à la guerre sainte pour chasser les mécréants, puisque l'Union soviétique, ce sont des athées militants, et donc les musulmans veulent faire front contre l'Union soviétique. Et c'est à ce moment-là que les Américains, on est sous la présidence Carter, les Américains vont fournir des armes et un soutien financier très important, en fait, à ce qu'on va appeler les moudjahidines, c'est-à-dire les combattants afghans. Et ce soutien va prendre notamment la forme de l'envoi de milliers de missiles Stinger, qui sont des missiles qui sont portables et avec lesquels, eh bien, on peut mener une guérilla extrêmement efficace. Alors cet envoi de missiles Stinger va être décidé par le président américain Carter. Ça va démarrer en juillet 1979. Et ça durera en fait jusqu'en janvier 1992 où ça sera arrêté par le président George W. Bush. C'est-à-dire que pendant 12 ans et demi, les Américains vont envoyer des quantités d'armes, de missiles, d'argent, en fait, aux islamistes et aux djihadistes afghans, qui vont d'ailleurs ensuite essaimer dans la région. Vont d'ailleurs envoyer leurs armes au Pakistan. Le Pakistan va devenir d'ailleurs un foyer de purulence, justement, dans cette direction, de foyer islamiste, puisque un certain nombre de réfugiés afghans vont aller se réfugier en Pakistan, le Pakistan étant le voisin également de l'Afghanistan. L'Afghanistan est au nord. Au nord de l'Afghanistan, il y a l'URSS à l'époque, avec notamment la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan et puis aussi celle de ça doit être le Tadjikistan qui est également frontalier. À l'ouest et au sud-ouest de l'Afghanistan, il y a l'Iran. À l'est et au sud-est de l'Afghanistan, il y a le Pakistan. Et donc un certain nombre d'Afghans vont aller se réfugier au Pakistan où ils vont avoir des camps d'entraînement djihadistes. L'un des plus célèbres d'entre eux, bien entendu, étant le fameux Ben Laden, celui à qui sont imputés par les Américains la destruction des tours du World Trade Center, mais c'est une histoire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus polémique sur laquelle je ne vais pas entrer aujourd'hui, sur qui était exactement Ben Laden, puisque la famille Ben Laden, une famille saoudienne, entretenait des relations très importantes avec la famille Bush elle-même. Bon. Alors, en attendant, c'est bien Oussama Ben Laden qui s'installe avec des Afghans au Pakistan. Et on peut donc dire que les Américains ont donné à la fois par leur soutien à l'Arabie saoudite, par leur soutien aux frères musulmans, au régime wahhabite, à la Ligue islamique mondiale, mais aussi aux djihadistes en Afghanistan, continuellement, décennie après décennie, ils ont soutenu les mouvements fondamentalistes musulmans. Alors, on peut dresser d'autres listes comme ça, je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les opérations, mais enfin, il faut savoir par exemple que depuis quelques années, on a des régimes qui sont des régimes autocratiques, qui ne sont pas du tout des régimes démocratiques. Ce sont les régimes des petits États que l'on trouve dans le Golfe arabo-persique, sur la côte orientale de l'Arabie saoudite. Je pense notamment au royaume du Bahreïn, qui était un émirat, et puis un jour l'émir a décidé de se faire appeler le roi du Bahreïn.
C'est un tout petit État. La capitale est Manama. J'y suis allé. C'est tout petit. Hein. C'est un petit État. Mais il faut savoir que la monarchie, la dynastie régnante est musulmane sunnite, alors que l'écrasante majorité de la population est musulmane chiite, comme les Iraniens qui sont en face, de l'autre côté du Golfe. Voilà. Et il y a eu récemment, il y a quelques années, des manifestations contre la monarchie bahreïnie, et qui s'est soldée par une répression absolument féroce des manifestants. Il y a eu des morts, et il y a eu des manifestants qui ont été condamnés à la prison à vie pour avoir participé à des manifestations. Voilà. Et naturellement, personne n'en a parlé dans le monde occidental, parce que, sans doute assez probablement, ces manifestations qui étaient menées par la population, qui était majoritairement chiite, sans doute étaient-elles soutenues en sous-main par les autorités iraniennes de l'autre côté du Golfe. Mais à coup sûr, ce qui est certain, c'est que les Américains ne voulaient surtout pas voir le roi du Bahreïn tomber, parce que le royaume du Bahreïn, c'est à Manama, c'est dans les bords de la faubourg de Manama qu'il y a le siège de la 5e flotte américaine dans le golfe arabo-persique. C'est absolument essentiel. D'ailleurs, il se dit qu'il y a des porte-avions, voire des sous-marins nucléaires, porteurs de missiles nucléaires, qui viennent régulièrement au Bahreïn. Donc, pas besoin de vous dire que jamais dans les pays occidentaux, vous n'entendrez parler de la répression, ou vous entendrez très peu parler. Vous lirez dans Le Monde ou dans le Figaro, vous aurez un petit truc, mais vous n'entendrez jamais parler sur les grandes chaînes de radio et de télévision françaises. On n'attirera pas l'attention des Français là-dessus. Ça veut dire que au Bahreïn, par exemple, les Américains soutiennent un régime musulman, en fait, un régime dictatorial. Voilà. Ils soutiennent en fait des dictatures partout. Alors, il n'y a pas que là. Le fameux mouvement Hamas. Le Hamas, qui est né en Palestine, en fait, c'est une espèce de succursale des frères musulmans. Et il faut savoir, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que le Hamas, celui-là même qui a commis ces attentats et ces nombreux morts en Israël le 7 octobre 2023, à l'origine de la guerre de Gaza et de l'embrasement du Moyen-Orient qui a suivi. Mais il faut le savoir, c'est que le Hamas, donc, est à l'origine un sous-produit des frères musulmans en Palestine. Frères musulmans dont je rappelle qu'ils ont été soutenus et financés par les Américains et que Saïd Ramadan était un agent de la CIA. Le Hamas, d'ailleurs, dont les dirigeants se sont installés et vivaient il y a encore quelques mois, notamment au moment des attentats du 7 octobre 2023, les dirigeants vivaient au Qatar, l'émirat du Qatar, qui est également une dictature, mais également un allié prétendu de l'Occident et des Américains. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Hamas a également été financé par Israël. Pourquoi ? Parce que Israël a considéré que c'était un moyen de diviser les Palestiniens, puisque le Hamas était entré en conflit dans ces espèces de chicaya, c'est le cas de le dire, des rebondissements ont fini par ne plus comprendre grand-chose. Le Hamas, qui avait fini par mettre la main sur la bande de Gaza, donc les Palestiniens étant répartis entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. La Cisjordanie, c'est l'autorité palestinienne, c'est aux mains du Fatah, donc le parti le feu parti de Yasser Arafat, actuellement l'organisation de Mahmoud Abbas. Mais alors que le Hamas, ça veut dire la ferveur en arabe, le Hamas, lui, est dans la bande de Gaza. Et donc, les stratèges américains et israéliens se sont dit que c'était bien de favoriser le Hamas pour qu'il s'entre-déchire avec le Fatah. Voilà. Donc, tout ceci pour dire que, comme disait De Gaulle, vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. C'est ce qu'il écrit dans ses mémoires de guerre quand ils seront au Liban. Puisque dans tout ce Moyen-Orient, c'est assez compliqué d'y voir clair. Et en fait, des choses qui parfois paraissent ahurissantes, eh bien, ont bel et bien lieu. Donc il faut savoir qu'en fait, le Hamas a été soutenu par Israël et par les Américains, même si, à d'autres moments, et en ce moment par exemple, ils le combattent férocement. Alors, avançons et prenons d'autres sujets. Vous savez quand même que l'Irak, comme la Syrie,
était dominé par le parti Baas, qui était un parti laïque. Et les régimes Baas d'Irak et de Syrie s'inspiraient, comme le régime d'Atatürk en Turquie, de la laïcité à la française. Il faut savoir, par exemple, qu'en Irak, il y avait eu une révolution contre la monarchie à Bagdad, qui avait été extrêmement sanglante. Le roi et toute la famille avaient été exécutés, avec un régime militaire qui avait pris le pouvoir en 1962, d'où allait émerger donc Saddam Hussein. Et Saddam Hussein a été un grand allié de l'Occident, et notamment de la France. Tout le monde se rappelle les liens qu'il y avait entre la France et Saddam Hussein. Notamment, on avait construit un réacteur nucléaire aux Irak qui a été détruit par la chasse israélienne. Enfin, on avait des contacts très étroits avec les Irakiens, mais également, il était dans le camp occidental. Et à partir de 1979, d'ailleurs, l'Irak, entrant en guerre contre l'Iran devenu anti-occidental, puisque après la révolution de Khomeini, eh bien, le camp occidental soutenait l'Irak. Mais il se trouve donc que l'Irak, ensuite, a déplu, si j'ose dire, après la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak, puisque l'Irak est apparu comme une menace contre les intérêts géopolitiques américains, notamment avec l'invasion du Koweït en 1990. Et donc, par un renversement, on a vu les Américains d'un seul coup décider qu'en fait, il allait falloir abattre les régimes laïques du monde du Moyen-Orient. Donc les Américains ont pris un malin plaisir à s'attaquer à la Libye de Kadhafi, par l'intermédiaire d'ailleurs du Royaume-Uni et de la France, notamment par l'intermédiaire de David Cameron, le Premier ministre britannique, et le président français Sarkozy. Donc on a été les supplétifs des États-Unis pour aller détruire le régime de Kadhafi en Libye, qui n'était sans doute pas un régime de rêve, mais enfin qui était un régime qui maintenait la solidité dans le Machrek, qui empêchait d'ailleurs d'avoir l'invasion migratoire qui a suivi, qui stabilisait tout le nord de l'Afrique, et qui était un régime finalement assez laïque, détruit. Les Américains ont détruit le régime de Saddam Hussein avec des arguties, des motifs faux, des fake news, en disant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ce qui est faux. Les seuls qui avaient des armes de destruction massive dans la région, c'était les Américains, notamment lorsqu'ils ont des sous-marins porteurs d'engins nucléaires qui viennent au Bahreïn ou qu'ils sont en Méditerranée orientale. Ce sont également les Israéliens, puisque c'est un secret de polichinelle que l'État d'Israël possède la bombe atomique et possède un certain nombre de missiles nucléaires. Et puis c'est tout. On prête à l'Iran la volonté d'avoir un armement nucléaire, mais il semble que ça ne soit pas encore le cas. Il n'est pas sûr que ça le sera jamais d'ailleurs. Donc ça veut dire que les médias ont incriminé en fait l'Irak pour détruire le régime de Saddam Hussein, et ils ont également essayé de détruire le régime de Bachar al-Assad en Syrie, au motif qu'ils respectaient pas les droits de l'homme, etc. Mais non, c'était pas ça le motif. Le motif, c'était parce qu'il y avait la nécessité d'avoir un gazoduc qui passerait éventuellement de l'Irak ou du Koweït qui atteindrait l'Europe occidentale et qui devait passer par la Syrie. Et puis la Syrie lorgnait un petit peu trop vers l'Union soviétique, devenue la Russie après l'effondrement du camp socialiste en 1991. Et puis la Syrie reste un pays qui est en état de guerre. Techniquement, il n'y a pas de traité de paix qui est passé entre la Syrie et l'État d'Israël. Donc sur tout ce théâtre-là, on voit que les Américains, au lieu de soutenir des régimes laïques d'inspiration occidentale comme les régimes du parti Baas d'Irak ou de Syrie, soutiennent en fait des mouvements fondamentalistes musulmans. Au point que d'ailleurs, le fameux épisode de Daesh, de l'État islamique qu'on a appelé Daesh, vous vous rappelez, ou bien également ISIS, c'est-à-dire l'État islamique au Moyen-Orient, eh bien, ça a été une grande menace dans les années 2016-2017, rappelez-vous. En fait, les armements et les financements étaient d'origine occidentale.
J'ai eu d'ailleurs l'occasion de le rappeler lors de l'élection présidentielle de 2017 où j'étais candidat. Parce que comme le disait M. Poutou, et je suis d'accord avec lui, lorsque l'on a des gouvernements qui trouvent par exemple que Al-Nosra fait du bon boulot alors que il s'agit quand même d'actions terroristes qui sont de temps en temps classées avec Al-Qaïda ou non, il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'Émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Quand j'avais expliqué devant les 10 autres candidats et devant les journalistes un peu éberlués, j'avais mis les pieds dans le plat en disant la vérité, c'est-à-dire qu'en fait Daesh et l'État islamique étaient une création, aussi ahurissante que ça puisse paraître, était une création des États-Unis d'Amérique avec des armements américains ou des armements britanniques, des financements américains. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'est bien la Russie de Vladimir Poutine qui a écrasé Daesh et l'État islamique. C'est quand même quelque chose que devraient les Français, même si on ne s'intéresse pas beaucoup à la politique et à la géopolitique, ils devraient de temps en temps se pincer et se poser la question, au fait, qu'est-ce que c'est devenu Daesh? Rappelez-vous, on nous rebattait les oreilles dans les années, il y a environ 7-8 ans, on ne parlait que de ça, c'est-à-dire le Daesh, l'État islamique qui menaçait de gangréner tout le Moyen-Orient, etc. On n'en parle plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est la Russie qui est intervenue et qui a éradiqué Daesh et l'État islamique. Voilà. Non pas d'ailleurs que la Russie soit particulièrement à persécuter les musulmans, puisque vous savez peut-être que Vladimir Poutine, au sein même de la Fédération de Russie, respecte l'islam, d'ailleurs a procédé à la reconstruction, la modernisation de la grande mosquée de Moscou et essaie d'entretenir des très bonnes relations. Il entretient des bonnes relations avec les populations musulmanes dans cette espèce de gigantesque configuration ethnique que représente la Russie, la Fédération de Russie. Vous savez que un des soutiens notamment de Vladimir Poutine, à plusieurs occasions qui ont été difficiles pour lui dans le cadre de son régime. Vous connaissez le soutien de Ramzan Kadyrov, par exemple, à Vladimir Poutine, donc le chef des Tchétchènes, à Vladimir Poutine. Eh bien, Vladimir Poutine a eu recours aux Tchétchènes du Caucase, qui sont réputés pour être des guerriers extrêmement virulents, un peu comme les Afghans d'ailleurs, mais qui sont, les Tchétchènes, sont des musulmans, bien entendu, et qui soutiennent absolument le régime de Vladimir Poutine et le régime de le gouvernement de la Fédération de Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les Américains, eh bien, essayent, semble-t-il, dans tous les domaines, d'essayer de semer la zizanie, de pactiser avec les ennemis de l'Occident, de semer la division pour, en fait, aboutir à une espèce de chaos. Un chaos dont ils pensent, ils espèrent que ça servira à leurs intérêts géopolitiques. Alors aujourd'hui, il est temps de conclure cette vidéo. On en est où aujourd'hui? On en est toujours au même point. Il ne faut absolument pas croire que les Américains auraient une politique et une géopolitique qui seraient devenues cohérentes. Et voilà, pas du tout. Pas du tout. Les Américains, par exemple, aujourd'hui même, alors que Donald Trump a fait revenir tous les boys d'Afghanistan, donc s'est retiré de l'Afghanistan, ce qui prouve d'ailleurs que Donald Trump n'est pas dans la main du deep state, de l'État profond américain, qui a ses accointances avec le Parti démocrate. Donc Donald Trump, qui est un patriote américain, qui est quelqu'un qui refuse le mondialisme, qui refuse également tous ces espèces de jeux avec des coups de billard à 3 bandes, Donald Trump a fait revenir tous les boys des Américains qui étaient présents en Afghanistan. D'ailleurs, en ne visant que les intérêts des États-Unis, en prévenant les Européens qui étaient sur place, en les mettant dans une situation assez épouvantable. Il a fallu qu'ils partent d'Arda. Enfin bon, bref, ça n'a pas été géré d'une façon très convenable vis-à-vis des pseudo-alliés européens. Mais enfin, les Européens, finalement, n'ont que ce qu'ils méritent, puisqu'ils sont devenus les larbins des États-Unis dans tous les domaines. Voilà. Donc on avait des troupes en Afghanistan, les Américains s'en vont, on retire. Voilà. Ce qui est bravo la géopolitique française, ce que c'est devenu. Nous sommes les larbins des États-Unis. Alors, à part l'épisode Trump, il faut savoir qu'aujourd'hui même, c'est là en ce moment,
Eh bien, l'équipe de Joe Biden, de Kamala Harris, qui seront peut-être réélus, je ne l'espère pas, en novembre prochain, mais aujourd'hui continue à financer, et pas rien, le régime taliban afghan. Donc on nous explique, en France, dans les médias, on nous explique que le régime des talibans, c'est épouvantable, le droit des femmes est bafoué, elles ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas aller dans les universités, elles sont mineures, elles ne peuvent pas faire de politique, etc. Tout ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas là du tout à défendre le régime afghan. Bon, mais ce que je dis moi, c'est que je m'en tiens au droit international, finalement, que les Afghans se débrouillent. Hein, c'est l'affaire des Afghans. L'Afghanistan, c'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui a été de tout temps aux confins des empires. On l'a appelé le tombeau des empires, d'ailleurs, puisque tous les empires s'y sont cassés les dents, et ça a été que ce soit l'empire britannique, que ce soit l'empire soviétique, notamment, se sont cassés les dents sur l'Afghanistan, que ce soit l'empire, ça a commencé par Alexandre le Grand, qui était arrivé jusque dans la vallée de l'Indus. Eh bien, voilà, laissons les Afghans vivre leur vie, et si ils veulent s'émanciper, c'est d'eux que ça doit venir. Mais le plus fort dans l'histoire, c'est que nous, on nous présente, on a des médias qui chauffent à blanc l'opinion publique en France en disant les Afghans sont horribles, sont méchants, regardez ce qu'ils font aux femmes, etc. Ce qui est vrai, c'est pas du tout conforme à notre vision à notre vision du monde, qui, nous, est pétrie de 2000 ans de religion chrétienne et d'égalité d'hommes et de la femme, etc., ce qui n'est pas du tout le cas en Afghanistan. Mais le plus fort de toute cette histoire, c'est que l'on ne dit pas aux Français que même encore aujourd'hui, ce sont les Joe Biden, le régime Biden, qui financent énormément les talibans. Voilà. Et puis, autre conséquence de tout ça, c'est en France. C'est qu'en France, on a des gens du style Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, etc., qui passent leur temps à taper sur les musulmans, sur l'islam, etc., mais qui, dans le même temps, sont copains avec les États-Unis d'Amérique. Hein, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen ont complètement, adopté le narratif américain, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur ce qui se passe en Palestine. Voilà, ils se sont complètement alignés sur l'oncle Sam. Mais il faut savoir que les États-Unis en France ne sont pas inactifs. On le sait, il y a d'ailleurs eu des articles de presse, que l'ambassade des États-Unis en France, très régulièrement, investit les banlieues françaises, notamment la Seine-Saint-Denis où il y a beaucoup de musulmans, pour en fait contribuer à semer la zizanie au sein du corps social français. Par exemple, on apprenait dans cet article du Parisien pourquoi les États-Unis arrosent-ils la banlieue parisienne à coups de millions de dollars, et notamment en Seine-Saint-Denis. Et on sait qu'un certain nombre de mosquées qui sont proches des frères musulmans sont financées par le Qatar, mais aussi avec des financements américains. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère qu'elle va surtout vous faire réfléchir sur le fait que le monde réel est parfois fort différent du monde que l'on vous présente. Hein, et que méfiez-vous de tous ceux qui vous appellent à fustiger les musulmans, à taper sur les musulmans, tout en étant très pro-américains. Hein, parce que c'est un système, c'est une volonté délibérée d'ailleurs de la part des États-Unis d'Amérique. Hein. Il vaut beaucoup mieux s'en tenir, en tout cas c'est la politique que je mènerais si moi j'arrivais au pouvoir, c'est de renouer avec la grande politique française, la tradition, la politique arabe de la France. La grande tradition française présente en Syrie, présente au Liban. Aujourd'hui, en Syrie, au Liban, la France n'existe plus. Et la France a perdu presque tout crédit. On l'a vu au moment de la Syrie où la France a abandonné nos amitiés syriennes. Moi, je suis allé en Syrie, je suis allé au Liban. Je peux vous assurer à quel point, il y a 20 ans, il y a encore 10 ans, la France avait quand même encore un extrême capital de sympathie. Les gens parlaient le français, les gens regardaient vers la France. Mais on a tout dilapidé. Pourquoi ? Parce que nous n'avons plus une politique française. Nous avons une politique
de paillassons, nous sommes devenus les supplétifs des États-Unis. Et il y a un proverbe qui se comprend dans toutes les langues, qui dit que il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Voilà. Il vaut mieux parler au patron qu'à ses domestiques. Donc, lorsque le ministre français des Affaires étrangères récemment s'est rendu au Liban au moment des attaques israéliennes, la presse l'a interrogé, il ne connaissait rien, il a 41 ans, il est diplômé de la French American Foundation, donc il est dans la main des Américains, il n'a aucune expérience, c'est un européiste grantin, il est le toutou de Macron, Macron est le toutou de l'État profond américain. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça donne ça. Ça donne qu'on a un ministre des Affaires étrangères incompétent et qui ne sait pas quoi faire. Donc il est arrivé au Liban en disant voilà qu'on allait avoir un navire qui va apporter des médicaments et qui va pouvoir prendre quelques malades. Mais il a confondu le poste de ministre des Affaires étrangères de la République française avec le directeur d'une ONG médicale ou avec Médecins du Monde. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout parce que la France n'ose plus dire les choses réelles qui se passent au Moyen-Orient, faire prévaloir le droit, exiger... Pourtant, la France l'a voté à l'Assemblée générale des Nations unies, mais le ministre des Affaires étrangères français devrait exiger le cessez-le-feu de la part de l'État d'Israël, devrait exiger qu'Israël ne déborde pas de ses frontières, devrait exiger que l'État d'Israël respecte les résolutions du Conseil de sécurité. Et à contrario, bien entendu, devrait exiger que le Liban essaye d'empêcher le Hezbollah de nuire, puisque c'est du Hezbollah qu'il s'agit quand c'est en Iran. Mais encore faudrait-il que l'État libanais continue d'exister. Or, ça n'est pratiquement plus qu'un fantôme. Voilà. Et donc, je me permets de dire que si j'accédais au pouvoir, je rétablirais une politique française digne de ce nom et conforme à notre histoire. Conforme à l'histoire, c'est-à-dire que notamment, nous empêcherions bien entendu les Américains de venir mettre leur grain de sel dans les banlieues françaises. Nous empêcherions le Qatar de financer des mosquées fondamentalistes. Nous autoriserions bien entendu le culte musulman en France, mais dans un contexte où ce serait un culte minoritaire, avec un État digne de ce nom ayant retrouvé un certain rayonnement, un certain prestige auprès des Français eux-mêmes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans un pays qui s'inscrit dans 2000 ans d'histoire de France, avec, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une constitution modifiée, je suis le seul à le proposer, de dire que la France est une république laïque, c'est dans la Constitution, en précisant de tradition chrétienne, ça n'y est pas. Ça veut dire que la France, effectivement, est une république laïque, mais elle ne doit pas oublier non plus que nous sommes un pays de tradition chrétienne et qui, entendons le rester, ce ne sont pas les femmes, bien entendu, qui vont me démentir, puisque l'égalité de l'homme et de la femme, entre autres choses, découle directement de notre appartenance à la civilisation chrétienne. Et ça ne veut pas dire une hostilité face à l'islam, bien au contraire, mais une très bonne perception des enjeux mondiaux. Et comme on l'avait fait, comme la France a été capable de le faire à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, il faut que la France redevienne une puissance rayonnante, une puissance d'influence, un modèle de civilisation. Parce qu'au bout du compte, une fois qu'il y a eu des révolutions islamistes qui ont eu lieu, le problème, on retombe toujours sur un des drames de la civilisation musulmane, c'est que souvent, le temps s'arrête. Ce sont des sociétés fatalistes, hein, Inch'Allah. Ce sont des sociétés qui sont fondamentalement conservatrices et qui ont tendance à rester à l'écart du progrès. Or, on ne peut pas rester à l'écart du progrès humain, des sciences, des techniques, etc. Il faut faire évoluer les choses. Je note d'ailleurs que en Arabie Saoudite elle-même, le prince Mohammed Ben Salman essaie de faire quand même évoluer le régime saoudien pour lui faire quitter à peu près la conception du XVIIIe siècle. Je note qu'en Iran, même l'Iran actuel, l'Iran des mollahs, il y a quand même une forte pression pour une forme de modernisation. Et cette modernisation, dans tous les cas, ne peut passer que par un régime à la française, c'est-à-dire une conception laïque de l'État qui permet à tous les citoyens d'avoir la religion qu'ils veulent, qui est celle qu'ils ont héritée de leurs parents, très généralement, mais tout ceci dans un contexte d'entente, de paix civile, conforme
à la civilisation dont ils sont issus. La France est de civilisation chrétienne, elle ne va pas en changer. L'Iran est de civilisation musulmane chiite depuis 1300 ans, il ne va pas en changer. L'Arabie saoudite, c'est le pays qui a vu naître l'islam, ne va pas en changer. C'est la raison pour laquelle, au lieu de faire toutes ces manigances américaines qui finissent par faire perdre le sens de tout, tous ces complots, toutes ces finances, tout ça pour essayer d'avoir la mainmise, il faut militer pour un concert des nations au XXIe siècle. Il faut militer pour que chaque pays se respecte mutuellement. Il faut que les Américains arrêtent de vouloir intervenir un peu partout en finançant des mouvements qui sont des mouvements séditieux un peu partout. Il faut que nous, on essaye de militer, qu'on retrouve la grande tradition française, la tradition de la défense de la liberté des peuples et des nations et le refus de toute hégémonie. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous intéressera. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur François Asselineau TV.